Donc maintenant, nous allons commencer un nouveau module, le module de pharmacologie. C'est le troisième module qui concerne le cinquième semestre médecine. Donc c'est le dernier module qu'on fera ensemble. On ne fera pas la parasitologie ni les maladies infectieuses parce que je pense que ça ne serait pas très efficace. Donc on va faire la pharmacologie et terminer la radiologie et je vous libère. Donc la pharmacologie, c'est un module qui va s'intéresser qui sert d'introduction. Il y a la pharmacologie générale. Introduction aux médicaments et comment ils fonctionnent. Quelles sont les lois qui régissent et qui régulent les médicaments, l'industrie médicamenteuse. Donc la pharmacologie, et on va voir des cours, Inch'Allah, ce semestre, assez intéressants et très riches en qui vont nous orienter sur comment fonctionne Hachi. Donc le premier cours, c'est le cours des généralités. Généralité, comment comprendre la terminologie et les classifications des médicaments. Comme par exemple, vous avez tous déjà entendu les AINS. Mais comment avons-nous obtenu ce nom d'AINS? L'ibuprofène. L'ibuprofène, on la réfère comme AINS. Donc voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer le cours de la pharmacologie qui va s'intéresser à cette classification. Donc d'abord, la pharmacologie à la thérapeutique. Qu'est-ce qu'un médicament? Un médicament, c'est n'importe quelle molécule ou bien quelle précaution qui sert à soit traiter, restaurer les fonctions normales ou bien à visée palliative ou bien prophylaxie. Donc c'est n'importe quelle intervention qui peut aider l'univers médical. Donc ça peut être soit un vaccin, même un vaccin c'est un médicament. Ça peut être un médicament lui-même comme le Doliprane, les AINS. Ça peut être des antibiotiques et autres. Donc tous ces médicaments font partie de la pharmacie. Donc de la pharmacologie à la thérapeutique. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre la classification. Normalement, il existe plusieurs classifications possibles. Soit des classifications en fonction de l'activité pharmacothérapeutique, une classification en fonction du nom chimique, elle est indispensable pour une prescription rationnelle. Par exemple, je vais vous donner des exemples. L'ibuprofène, c'est un nom, par exemple, qui se base sur la molécule. La molécule, elle est comme ça. Mais on peut avoir une autre nomenclature comme l'effet thérapeutique, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parce qu'il s'agit d'un médicament anti-inflammatoire, ça veut dire qu'il inhibe l'inflammation, et non stéroïdien. Parce que les corticoïdes, eux aussi, ils ont le même effet, mais ce sont des stéroïdes. Donc, faire la différence entre les AINS et les ANS, les AIS. Donc voilà. C'est pour cela la terminologie, elle varie, elle varie en fonction en fonction de plusieurs choses. Donc, voilà, donc des exemples. Elle est très très importante de reconnaître ces nomenclatures. Et l'objectif de la pharmacologie, bien sûr, c'est un module très très important parce que le médecin, dans la plupart des pathologies médicales, on va toujours prescrire des différents médicaments. Et la pharmacologie, il faut comprendre les étapes, surtout pour les chercheurs, il faut comprendre les étapes de développement d'un médicament afin d'être capable de développer un nouveau médicament qui pourra aider. Donc, elle sert pour découvrir, développer, utiliser des médicaments chez l'homme, avec l'objectif soit de traiter des pathologies, en tenant compte des sources de la variabilité individuelle, bien sûr. Vous vous rappelez, lors de la médecine expérimentale, nous avions vu une petite partie sur de la pharmacologie. Une petite partie qui s'intéressait à recherche-développement, les lois, pharmacovigilance, dynamique, vous vous rappelez de tout ça. Donc, lors de ces essais cliniques, on veut trouver des paramètres qui peuvent nous aider sur l'efficacité de cette nouvelle molécule. Est-ce que cette molécule est utile ou non? Donc c'est pour cela, on cherche toujours à garantir un rapport bénéfice par rapport au risque. Vous connaissez très bien que la plupart des médicaments ont un effet secondaire. Cependant, nous cherchons toujours à trouver une nouvelle molécule qui a les effets secondaires les minimes possibles ou bien un effet principal important. Par exemple, imaginez avec moi si on trouve une nouvelle molécule qui traite le cancer d'une manière efficace. Donc, on essaye toujours de trouver des nouvelles molécules qui ont un bon rapport bénéfice-risque. Donc, prescrire et choisir le médicament, il doit être basé sur la voie adaptée. Par exemple, est-ce que vous allez donner quelque chose d'oral à quelqu'un qui a un problème de la trachée? Non, vous allez lui chercher un médicament qui est injectable. Il faut aussi trouver la bonne dose de cet individu, le meilleur moment, la bonne durée, etc.
Donc c'est pour ça qu'il est très très important de reconnaître cette posologie afin d'être capable d'être efficace dans notre traité, dans notre traitement. Parce que lorsqu'on est efficace, ça revient aussi réduire le temps, donc parce que c'est pénible. Imaginez avec moi, vous dites à un individu de prendre un médicament pendant un mois. Est-ce que vous pensez que les chances qu'il le suive sont élevées par rapport à un médicament qu'il doit prendre seulement 6 jours? Vous, à votre avis, quel est le plus probable qu'il finisse son traitement? Celui de un mois ou bien 6 jours? اما Ouais, ouais, il est là un mois. سيجي وي Tout le monde sait بحالكم un mois, 6 jours. الله ما عرفت انا. علاش ولكن بحال دابا الا كنتي كتشرب ان انتيبيوتيك راه خصك تكملو في ديك لا دوغي اللي عطاه لك داك الميدسان ولا شي ما كرهناش ولكن بنادم راه ما غيسمعش ليك. بنادم ما غيسمعش ليك. تخيل احمد, je viens et je vous dis prenez un médicament 4 fois par jour pendant un mois. Est-ce que vous allez aimer le faire chaque jour? C'est pénible, c'est dur. Pas tout le monde et on ne garantit pas que tout le monde le fasse. واه اذا قلتي انا بعدا فكر في كل شيء, فكر في كل شيء. راه ما كنقلبوش على اون سول بيرسون, nous cherchons à être le maximum possible. انت مزيان مي حنا كنهضروا على tout le monde. Est-ce que tu penses que la population en entière, comparativement, si vous étudiez toute une population, un médicament de 6 jours, plus de personnes vont le finir comparé à un médicament de 30 jours, à un traitement de 30 jours. Parce que 6 jours c'est plus facile. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de trouver le médicament le plus adapté. Donc, que l'objectif de la pharmacologie pour un pharmacien, il doit délivrer le médicament et surtout le bon conseil. Même le pharmacien, s'il trouve par exemple quelque chose de meilleur, il peut conseiller l'individu. Les pharmaciens, eux aussi, ils étudient ces modules et ils connaissent la plupart de ce qu'on connaît. Ils peuvent aussi revérifier les posologies et détecter les interactions médicamenteuses. Par exemple, imagine avec moi le médecin, c'est une erreur, il a oublié que l'individu est allergique et il va prescrire un médicament grave. Si le pharmacien il remarque ça, il peut le vérifier et changer et participer à l'éducation thérapeutique. Même le pharmacien peut donner des conseils aux patients qui se présentent pour prendre son médicament. Donc la pharmacologie est très très importante parce que une grande portion de la médecine, elle repose sur les médicaments. Parce que la plupart des traitements, mais il existe même des spécialités purement médicales. Donc ça n'invoque pas la chirurgie. Et même la chirurgie, elle a besoin d'anesthésie. Et l'anesthésie est considérée comme un médicament, etc. Donc les chapitres qu'on va voir, Inch'Allah, au niveau de la pharmacologie, nous aurions 10 cours, comme vous le remarquez ici. La vie d'un médicament, les essais cliniques, pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, pharmacovigilance, les interactions, les grandes familles de médicaments, notamment les opiacés, les antalgiques, les antibiotiques, les antifongiques, etc. Les règles de la prescription et la réceptologie. Donc c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, au niveau de la pharmacologie ce semestre. C'est quoi un médicament, comme on a dit? C'est n'importe quelle molécule à visée thérapeutique, diagnostique, étiologique, prophylaxique. C'est n'importe quoi qui peut aider, qui peut nous aider dans notre état médical. Donc, la composition des médicaments, il doit avoir 2 choses, ou bien 3. Un troisième. D'abord, le principe actif. Un médicament, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Si je veux un médicament antibiotique, donc le principe actif, il doit être bactéricide, qui tue les bactéries. Donc, c'est une substance douée de propriétés thérapeutiques qu'on cherche. Antalgique, ça veut dire quelque chose qui est capable d'inhiber la douleur, etc. Et qui est le support de l'activité pharmacologique. C'est lui qu'on étudie en premier. Est-ce que le principe actif est efficace? Ensuite, les excipients, les substances dites auxiliaires, celles qui vont aider le médicament. Elles sont inactives par elles-mêmes sur la maladie, mais elles facilitent la préparation et l'emploi du médicament. Imaginez-vous moi, les excipients, c'est quelque chose qu'on ajoute au principe actif pour le rendre soluble dans l'eau, pour le rendre un effervescent. Et un effervescent, c'est facile à employer. L'effervescent, ils sont rapides, etc. Donc ce sont des substances auxiliaires qui aident le principe actif à être plus efficace. Donc le principe actif, ce sont des substances pharmacologiques comme l'acide acétylsalicylique, le vitamine K, etc. Et les agents associés fixes de principe actif. Association fixe de principe actif, donc c'est plusieurs choses à la fois. Donc on peut avoir soit un seul principe actif ou bien plusieurs à la fois. Et ces principes actifs, on les fixe à quelque chose avec un excipient. Par exemple, le lactose, l'huile, l'amidon, l'alcool, pour aider
ce médicament, ce principe actif à être efficace ou bien de le protéger contre la dégradation ou autre. Donc c'est ça un médicament, en général. C'est ça sa composition. Donc autrement dit, on parle d'un principe actif. C'est quelque chose qu'on cherche. Donc toute la pharmacologie, elle repose sur le premier objectif, c'est d'atteindre ce qu'on cherche. Par exemple, comme je vous ai dit, les antalgiques. Les antalgiques, on les utilise pour inhiber la douleur. Donc le principe actif doit être quelque chose qui est capable de l'inhiber d'une manière efficace. Et pour l'aider, nous aurons aussi des excipients. Des excipients. Désolé, et ensuite, une forme galénique. La forme galénique, c'est la méthode où on utilise ce médicament. Est-ce que des capsules, est-ce que des pilules, est-ce que des gélules, ce sont des différentes formes qu'on peut utiliser. Les comprimés, les collyres, un liquide, un spray, un sirop. Donc la forme galénique, c'est la méthode de posologie de ce médicament, où on le préserve jusqu'à utilisation. Et c'est ça un médicament. Donc au final, les médicaments, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on utilise à visée. C'est une molécule qu'on utilise soit à visée thérapeutique, diagnostique, prophylaxie, palliative, ayant un principe actif qu'on cherche. Donc voilà. Donc un médicament, au final, c'est un principe actif avec des excipients qui aident ce principe actif, ayant une forme galénique bien spécifique. Ça veut dire soit une gélule, un comprimé, blablabla. Donc vous connaissez. Donc c'est ça un médicament. Et c'est comme ça qu'on obtient Doliprane, par exemple. Comme Doliprane, comme les dénominations. Comment on va donner le nom d'un médicament? On peut se baser sur la dénomination scientifique ou chimique. C'est elle qui répond à la nomenclature internationale, comme l'ibuprofène. Mais on peut changer le nom. Mais souvent trop compliqué. Comme par exemple l'acétaminophène. Bon, l'acétaminophène. C'est un exemple d'une dénomination qui se base sur les propriétés chimiques. C'est probablement une molécule chimique qui a c'est de l'acétol avec une propriété amine et phène, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc elle se base sur la caractéristique chimique. Non? Aucune idée. Moi, elle se base sur les propriétés chimiques de cette molécule. Ensuite, nous avons une dénomination commune internationale. Rappelez-vous de ça. Les initiales. Comme l'année dernière, la médecine expérimentale, elle nous pose la question. La médecine expérimentale. Bon. Ne vous trompez pas sur ce que dit la DCI. Lorsque vous trouvez la DCI, vous devez savoir exactement que veut dire chaque terme. Donc c'est une dénomination commune internationale qui attribue à chaque principe actif un nom plus simple et utilisable dans tous les pays. Donc c'est une proposition de l'OMS, comme par exemple le paracétamol, bien l'ibuprofène. Là, l'ibuprofène c'est une molécule chimique. La dénomination ou bien il existe finalement la dénomination commerciale. C'est le nom de marque déposé par le fabricant lui-même. C'est lui qui donne le nom. Comme par exemple Neurodol. Neurodol, c'est un nom commercial. C'est la compagnie pharmaceutique qui s'est dit on doit se trouver un nom qui est facile et qui peut rendre les individus à acheter notre médicament. Parce que c'est ça la compagnie pharmaceutique. Ils veulent que le médicament soit acheté pour avoir un bénéfice. Par exemple, donc ils sont généralement rédigés en lettres majuscules comme Doliprane. Doliprane, c'est un nom commercial. Donc, le Doliprane, c'est un ibuprofène. C'est un paracétamol, c'est la même chose. Toutes ces molécules, elles dérivent du paracétamol. Mais on peut leur donner un nom spécial. Donc, voici, la nomenclature des médicaments, elle peut se baser soit à la nomenclature scientifique, qui se base sur la molécule chimique, mais elle est compliquée. C'est pour cela qu'elle a été remplacée par une dénomination commune internationale proposée par l'OMS, qui est un nom facile, simple à utiliser, et il existe une nomenclature commerciale ou spéciale que les industries pharmaceutiques peuvent utiliser à leurs médicaments. Donc la classification, la ATC, on se base sur une classification ATC, ou bien DDD, pour structurer le médicament. Premier niveau, le groupe anatomique où le médicament s'agit-il, pour lui donner sa nomenclature. A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Pour avoir une lettre. Est-ce qu'il est spécifique au niveau du système digestif, etc.
Le deuxième niveau, le groupe thérapeutique principal, quelle est la pathologie principale visée, pour la classification d'un médicament. Le troisième niveau, le sous-groupe thérapeutique, comment le médicament agit-il, quelle est la structure. Le quatrième niveau, quelle molécule exactement, pour avoir le code du médicament. Par exemple, comme vous le remarquez ici, A10BA02, c'est la metformine. Donc A, on l'a obtenu par le tube digestif. 10, c'est un antidiabétique. A10B, ce sont les hypoglycémiants, à l'exclusion de l'insuline. Alors que A10A, au moins les hypoglycémiants insuliniques. C'est de l'insuline directement, pas par exemple. A et B. On va les A10BA. Ce sont les molécules chimiques sous forme de biguanide. En général, toute la famille des biguanides. Et A10BA02, c'est la metformine spécifiquement. Donc on a obtenu cette nomenclature en alliant du général jusqu'au spécifique de ce médicament. Comme vous l'avez remarqué ici, la classification ATC pour nous donner une nomenclature, un code du médicament, on se base d'abord sur où le médicament agit-il, sur quel système, quelle est la pathologie principale, comment le médicament s'agit-il, la structure générale et la molécule exactement, le cinquième niveau. Donc on distingue 5 niveaux ici comme vous le remarquez. Le premier c'est l'organe visé, la pathologie, la méthode, la structure générale et la molécule elle-même. Vous avez compris? Le code ATC, comment on l'obtient. Voilà. Donc la classification des médicaments, on se base sur plusieurs catégories. Est-ce qu'il s'agit d'un antibiotique, antifongique, antiparasitaire, antalgique, antimigraineux, anti-quelque chose ou bien un autre chose, comme les psychiatriques, les neurologies, les gynécologiques, les métaboliques, les rhumatologiques, etc. Donc les grandes familles des médicaments les plus connus, comme l'allergologie, contre les allergies, par exemple l'adrénaline, les antihistaminiques, l'allergène, etc. L'anesthésie et réanimation, comme les anesthésies de surface, les anesthésiques locaux, la rachianesthésie, l'anesthésie générale. On a aussi les antalgiques, on les divise en deux, les antalgiques non opiacés et les opiacés, comme la morphine, etc. Les antispasmodiques. On a aussi les anti-inflammatoires, on les divise en deux, stéroïdiens et non stéroïdiens, vous vous rappelez de ça? On a les Oui. Bien sûr. وداك شنو ماشي بحال نعرفوا هذه انطالجيك أها. هذه allergologie. ديال الالرجي allergie. هذه douleur, هذه l'allergie. هذه anti-allergie, هذه anti-douleur. Et antispasmodique, باش arrêter l'individu ديال اللي يدير spasme musculaire. Ensuite, nous avons les cancérologies, les anticancéreux, l'interféron, l'interleukine, les anti-anémiques concernant l'hématologie, la cardiologie comme les anti-hypertenseurs, les dérivés nitrés, les anti-arythmiques, etc. Donc les exemples sont plusieurs. Et les grandes familles. Les dermatologiques comme les dermocorticoïdes, les antibactériens, les antifongiques, antiparasitaires, antiseptiques, les agents infectieux Camlin. Endocrinologie, médicaments de l'axe hypophyso-hypogonadique, etc. Vous vous rappelez, les tests de freinage, tests de ce sont des médicaments qu'on injecte. L'hormone de croissance, les agonistes de l'hormone antidiurétique, les inhibiteurs de la prolactine. Les exemples sont plusieurs. La gastro-entérhépatologie, comme le traitement de reflux œsophagien, comme les IPP. Vous vous rappelez de ça? Traitement des nausées et vomissements, traitement de l'ulcère, pansement gastrique, anti-acide, etc. Les exemples sont plusieurs, vraiment. La gynécologie, traitement de vulvovaginite, utéro-relaxant, les oestrogènes, les progestatifs. L'hémostase, on peut donner les anticoagulants. Donc les anticoagulants, autrement dit, ce sont les antivitamines K. Ça peut être une classe des anticoagulants. Rappelez-vous de ça. Les antivitamines K peuvent diminuer l'état coagulatif du patient parce qu'ils diminuent les facteurs de coagulation. Et il faut faire très attention. Les patients qui sont sous traitement antivitamine K, c'est comme un état hémorragique. Donc faire attention chez les individus, les suivre. Les vitamines K, c'est l'inverse. Si on veut augmenter l'état coagulant, etc. L'immunologie, les inhibiteurs de synthèse de cytokines, les inhibiteurs de synthèse d'ADN, etc. Les infectiologies comme les antibiotiques, antibactériens, antiviraux, antifongiques, antiparasitaires et les interférents. Rappelez-vous, les interférents, on les donnait quand?
C'était pour traitement de quoi? L'hépatite L'hépatite. C ou D. C ou E. C. Bon, je me rappelle pas D ou E صراحة أنا je me rappelle juste les antiviraux ديال B et C. MCE كان في C. كانوا جوج الاخرين سهيلين. Oui. Les autres comme les métaboliques, comme les hypoglycémiants, comme l'insuline, les antidiabétiques, hors insuline, les hyperglycémiants, etc. Les neurologiques, les antiépileptiques, antiparkinsoniens. Donc les grandes familles sont plusieurs. L'ophtalmologie, les antibactériens locaux, antiseptiques locaux, etc. ORL, les corticoïdes locaux, les décongestions antibactériens, les céruménolytiques pour enlever les bouchons de cérumen. Vous vous rappelez de ça? La pneumologie, les bronchodilatateurs, les antitussifs, la psychiatrie pour les hypnotiques, les antidépresseurs, les psychostimulants, rhumatologie, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le traitement des rhumatismes inflammatoires, les anti-arthriques, les anti-goutteux pour le traitement de la goutte par exemple. La goutte, vous vous rappelez de ça? La goutte, c'est l'accumulation de l'acide, le sang est dérivé. Stomatologie pour le bain de bouche. Stomatologie, il y a la bouche, l'ouverture buccale. Antifongiques buccaux, l'apport fluoré. L'urologie, les diurétiques, les antibiotiques urinaires. Et voilà. Donc ça, ce sont les grandes familles de médicaments qu'on va étudier une à une dans notre cours, Inch'Allah, de pharmacologie. C'est bon? ياسين نعم محمد. رجع عندك اللي قلتي قبيله ديال ستوماتولوجي Stomatologie, stoma, هي la cavité buccale. L'ouverture buccale. Donc les médicaments qui peuvent intéresser la cavité buccale. Les bains de bouche, les antifongiques buccaux ou l'apport fluoré. Le fluor, où est-ce qu'il y a dans le dentifrice? Le fluor, c'est le composé actif qui nettoie les dents. C'est bon? يس Voilà. Classification, on peut la faire soit en fonction de leur mécanisme d'action, l'action spécifique, comme l'interaction des molécules avec un récepteur spécifique, comme l'inhibiteur des pompes à protons, IPP, les antidiurétiques qui vont partir vers les aquaporines, les pompes, enzymes, la paroi bactérienne, etc. Et des actions non spécifiques, comme les propriétés physico-chimiques, les antiacides, l'huile de paraffine. Donc on peut se baser sur plusieurs choses pour nommer un médicament. Mais au final, ce nom il doit avoir un lien. Il doit y avoir une raison derrière cette nomenclature. Selon l'administration à visée systémique, administration avec effraction barrière physiologique, administration sans effraction, administration à visée locale, comme vous rappelez, les antibactériens locaux, donc pour les classifier, ceux qui sont généraux et locaux. Classification d'autres éléments, comme la forme galénique, présentation du dosage quantité, et les médicaments princeps par rapport au générique. Vous vous rappelez des médicaments princeps et génériques? Quelle est la différence? Le brevet, il servait à quoi, Mohamed? بروتيكسيون ديال نسيت يا محمد. Mohamed, lorsque on faisait des hits aux leads, tu te rappelles de ça, Mohamed? Quelle était la caractéristique ديال lead? ما عرفتش اذا قريتي مزيان في الميديسين اكسبيرمونتال. انا صراحه كنت قريتها مزيان دونك جو مي رابيل ان بو دو سا. مي اذا ما كنتيش عاقل نعاودو. Les leads, c'était des molécules brevetables. شنو كان le brevet? Le brevet, c'était une protection que cette molécule, c'est vous qui l'avez découverte. Et cette la protection, c'est une durée de 20 ans. Ça veut dire 20 ans, aucune autre industrie pharmaceutique ou laboratoire mais يقدر يقلب على la même molécule. C'est votre molécule qui vous appartient. Le brevet, il peut être renouvelé et la durée peut être ajoutée. Elle peut devenir 25 ans, 30 ans dans des cas spécifiques par exemple. Donc le brevet, c'est une méthode de protection pour que vous profitez un peu de votre découverte. Donc ça vous donne, donc votre médicament sera le princeps. Le princeps, généralement, il est cher. Mais après la fin du brevet, les autres laboratoires, ils vont commencer à trouver de nouveaux médicaments biosimilaires qui deviennent le médicament générique. C'est bon? Donc le médicament générique est conçu à partir de la molécule d'un médicament déjà autorisé. Donc à partir de votre molécule que vous avez trouvée initialement, le princeps, on va fabriquer un médicament générique
qui est facile, qui est... Et ce produit après que le brevet soit achevé. C'est bon, عقلت على هادشي محمد شوية. Très bien. Il doit avoir la même composition qualitative et quantitative, la même forme pharmaceutique que le princeps et démontrer qu'il a la même efficacité. Donc le médicament générique, il doit être biosimilaire au princeps. Mais le médicament générique, il n'est pas cher. شنو هو العكس ديال الشير؟ رخيص. شنو هي الشير رخيص بالفرنسي؟ Il doit être peu coûteux. Il doit être peu coûteux. Un peu coûteux. Donc un biomédicament, ça correspond à tout médicament dont la substance est une macromolécule préexistante dans la nature, produite par le vivant. Notamment les biomédicaments, c'est surtout l'achab. Là, ils dérivent des plantes. Ce sont les biomédicaments. Donc ce sont des plantes. بقات لينا ديال بوحده نكملوها واحد السير. بلاتي دغيا والله. C'est alors. Donc voilà, le biomédicament, donc c'était quelque chose qui provenait de la nature, qui était produite par un être vivant. Et ensuite nous avons le médicament biosimilaire, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est similaire strictement à un autre médicament. Donc il est similaire à un médicament biologique de référence dont le brevet est tombé. Donc les médicaments biosimilaires, ce sont les médicaments génériques. Ce médicament doit avoir des propriétés physico-chimiques et biologiques similaires, la même substance pharmaceutique active et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence. Enfin, l'efficacité et la sécurité doivent être équivalentes. Ça veut dire que le médicament biosimilaire, on ne peut pas autoriser quelque chose qui est moins. Il doit être strictement similaire, la même. Vous vous rappelez, lors des essais cliniques, il y avait des essais de supériorité, de non-infériorité. Dans la plupart des cas, les médicaments biosimilaires, ils subissent un essai d'égalité. Les essais pour prouver l'égalité, l'équivalence. Ils ne font pas les essais de supériorité. Ce n'est pas comme un nouveau médicament qui cherche à se différencier. هذوك لي جينيريك يقدروا يكونوا حتى سوبيريور ولا خاصهم هما يكونوا سيميلار. Les génériques. يقدروا يكونوا supérieurs, je ne sais pas pour être honnête. Je ne sais pas est-ce que le générique il peut être supérieur au princeps. Il faut faire très attention à la variabilité biologique des sources de production. Certaines différences de fabrication peuvent impacter les propriétés cliniques des produits issus de ces processus. Donc un médicament qu'on cherche qui veut être biosimilaire, il doit être exactement le même que le princeps. Plus ou moins. C'est bon? Voilà. Ceci était une introduction à la pharmacologie pour comprendre un peu comment on obtient nos médicaments. Comment on les nomme, comment ils sont actifs, comment ils sont composés, etc. Donc voilà. C'est ça le premier cours de la pharmacologie.